Bienvenue au Polysécur, épisode technique. Je suis accompagné de Michael. Bonjour. Ça va bien. Oui, toi. Oui. Ça fait longtemps, ça fait 1 an qu'on s'est pas vu. Techniquement, oui, on s'est vu jusque l'an dernier. Aujourd'hui, on va parler de gestion d'incidents, cybersécurité. On va ramener nos expériences mutuelles là-dedans et on va faire un melting pot qui risque d'être fort intéressant. Donc, je vais te laisser amorcer, puis on va voir où ça va nous mener. Ben, c'est bien parfait parce que justement, pour ramener à nos dernières discussions, puis je parle pas d'il y a 5 minutes, je parle de nos discussions justement qu'on a eues dans les derniers podcasts. Justement qu'on parlait de Cyberwall puis justement de ce qu'on amène sur le marché dans un sens en termes de défense puis blablabla. Il m'est arrivé certaines choses cocasses, je dirais, vers la fin de l'année passée, juste avant le temps des fêtes, justement, qu'il y a plusieurs compagnies qui ont eu des belles alertes de dernière minute pour finir l'année, si tu vois ce que je veux dire, quand on parle de ransomware, qu'on parle d'infection de masse chez un fournisseur de services. C'est toujours quelque chose qui est pas le fun à entendre. Le 3/4 du monde n'ont pas vraiment notion ou conscience de ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique pour une business. La plupart des business sont pas préparés à ça, puis c'est justement ce qui a fait que j'ai eu à sauver une startup. Puis ça a été un processus assez cocasse, je vais t'avouer, parce que la plupart des startups, on va se le dire, ils sont pas préparés à ça du tout. Ils ont même pas ça. Je pense que leur drawing board, il a pas prévu le coup du tout. Ouais, t'es chanceux. C'est un beau problème sur les startups parce que là, la cyber est malheureusement inévitable maintenant, mais ils n'ont pas nécessairement les budgets pour aller avec ce genre de choses-là, ou ils sont pas accompagnés correctement, ou ils n'ont pas la capacité de le faire. Fait que c'est des fruits faciles à accueillir pour les malveillants. C'est exactement ça. Puis le problème, c'est que même pas juste les startups, mais même les business d'expérience, c'est ceux que ça fait longtemps qu'ils sont là, puis qui roulent, puis qui ont leur serveur depuis des années, ou qui pensent que leurs souliers sont bien attachés, là, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts les souliers sont attachés ensemble. Quelqu'un qui part à courir, il tombe la face à terre. Ben, c'est un petit peu ça, malheureusement, c'est que comme faut réaliser, puis tu sais, pour pas nommer aucun client directement, là, j'ai des clients, puis j'en ai même rencontré qui étaient des potentiels clients que tu rencontres leur infrastructure ou tu regardes qu'est-ce qu'ils ont, là. Puis ça fait 20 ans que ça roule, 30 ans que ça roule. Il n'y a rien qui a changé, il n'y a rien qui a évolué. Tout est encore là comme si c'était le jour 1. Je suis même pas sûr qu'ils savent qu'est-ce qui se passe sur leur machine. Je suis même pas sûr que, comme les dernières fois, on a parlé des logs, on a parlé de ci, on a parlé de ça. Toutes des choses qu'ils ignorent carrément dans certains cas. Puis dans certains cas, ben l'application ou la machine, elle a été configurée par un third party, ou c'est un hébergeur ou un fournisseur de services qui fournit les services. On arrive avec un melting pot que le jour que tu te connectes sur le serveur ou qu'il arrive quelque chose que il t'appelle parce que là, il y a du poker sur ma front page de site internet ou de mon application, ou il y a quelqu'un qui essaie de vendre du Viagra ou des trucs vraiment loufoques que t'es comme, qu'est-ce que ça vient faire là? Ben, c'est là que ça devient un petit peu très ridicule, puis c'est comme, ça part de où? C'est la faute à qui, tout d'un coup? Puis c'est quoi la solution? Ben là, c'est toutes des questions qui popent en même temps, parce que en transversal, c'est beau de pas avoir d'inventaire technologique, c'est beau de pas avoir de plan de remédiation si ça arrive, c'est beau de pas avoir de backup, c'est beau de pas avoir ci, pas avoir ça. C'est prévu. De pas avoir un environnement qui est totalement jetable, que tu pèses sur le piton, ça scrape tout puis ça repart avec tout en eux. Toutes les belles petites choses qu'on pourrait parler pendant des heures, mais on est tellement pas là, mais ça, c'est dans les 25 dernières années que je suis rendu à cet âge-là, ça a l'air. Pour les fois où je suis rentré en gestion d'incidents chez des clients, soit à la volée, un peu comme dans l'exemple que tu mentionnes, tu arrives là, tu inspectes les choses, tu n'as aucune idée de l'infrastructure dans laquelle tu affrontes. C'est souvent des PME que c'est dans des situations comme ça. C'est assez atroce ce qu'on trouve comme machine. C'est assez atroce les configurations qu'on trouve là. Ça a été, justement, comme tu le mentionnes, ça a été installé par le fournisseur il y a 10 ans et ça n'a pas bougé depuis ce temps-là. Ça marche toujours, puis ça demande pourquoi ça marche plus. Puis il y a des situations, mais tu sais, il n'y a aucun entretien. C'est ça en PME, puis ils comprennent pas. Puis c'est pas leur job, je comprends aussi, c'est pas leur mission.
Mais on est trouvé avec un problème qu'ils ont ça chez eux, fait qu'ils deviennent justement soit des relais de spam aussi, des affaires comme ça. En tout cas, bref, j'en ai vu, là, mais oh my God. C'est exactement ça. Puis c'est pas juste ça qui est le pire dans l'histoire. C'est tous les impacts que ça a sur une business. Le fait que, comme si c'est ta machine à cash qui est brisée le même matin, là, que finalement, t'es un relais de spam où tu commences à vendre du casino, vendre de la porn sur ton site qui te rapportait de l'argent. Hein. Je pense que comme t'as pas d'autre option que soit tu coupes la ligne ou t'as une belle hache dans le bureau avec une vitre qui dit briser la glace en cas de puis frappe de couper les fils s'il arrive quelque chose. Il y a pas 1001 scénarios possibles pour ces business-là. Ça s'appelle on met tout hors ligne, puis ça fait un petit peu un chaos comme ce qui est arrivé avec Log4j, je pense qu'il y a déjà 1 an de ça. Ça avait fait le même genre de fracas, là, c'est que tu te ramasses dans un scénario de comme tu sais même pas s'il y a quelqu'un qui est rentré dans ta machine, t'as aucune idée. Là, tu pars de j'ai une machine qui roule depuis 20 ans ou depuis 5 ans, puis je sais même pas c'est qui l'a installé, je sais même pas qui l'a configuré, ou peut-être que je le sais, mais finalement c'est une firme à gauche puis à droite qui sont venus tweaker des choses ou configurer des choses. Faillite depuis ils ont disparu, ou le dude il fait d'autres choses. Non, j'en ai côtoyé beaucoup de cas comme ça où tu viens juste comme un pompier, t'arrives puis t'as aucune idée dans quoi tu te lances, ça, mais tu découvres des affaires là, weird là. T'as tout compris, puis c'est à partir de là que ça devient très intéressant d'explorer, mais en même temps c'est là que tu te ramasses avec une fois que le feu est éteint, là, c'est beau de dire ok cool, on a déconnecté l'internet ou ok, cool, on a mis le serveur hors ligne ou peu importe ce qu'on a fait, on a fait un backup, on travaille hors ligne, puis il y a mille et une façons de faire rendu là pour éteindre le feu, mais ça change pas que comme qui te garantit que ton OS a pas été compromis, que la machine est pas à wiper au complet, que les données qui étaient rattachées, ou s'il y avait des bases de données d'autres entités, ça peut être des applications de back-end, de stockage d'informations. De toute façon, quand tu as un doute raisonnable, moi je wipe tout. Là, je me pose même pas la question, je remonte à 9. Là, parce que quand tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu commences à essayer de deviner ce qui. C'est trop long aussi. Il faut être cohérent aussi. Essayer d'investiguer puis de trouver de façon absolue, s'assurer qu'il n'y a pas rien dans les infrastructures. Ça prend énormément de temps parce que j'en ai eu. Dans certains de mes mandats, j'ai eu affaire à des films forensiques parce que c'est pas ma spécialité, le forensique. J'en fais de façon surface, mais un autre arrive, mais c'est long avant de réussir à avoir une certitude suffisante pour dire OK, non, ton système il est propre. Versus tu zappes tout puis tu recommences, tu risques de retomber en production beaucoup plus rapidement à ce moment-là. Mais si ton objectif est de retourner en production, parce qu'il y a aussi tout le volet vol de données. Puis là, ça, c'est moins drôle. Puis surtout avec la loi 25, on est dans un contexte, s'il y a eu vol de données, là, on est encore plus dans la merde. Mais bref. Ben, c'est exactement là que je voulais en venir. C'est pas juste une histoire de vol de données, c'est une vol de comme ton système. Tu peux avoir des clés SSH dessus, tu peux avoir des mots de passe puis des noms d'utilisateurs, des courriels. Tu peux avoir des références à bien des choses. Il y en a qui vont carrément stocker leur base de données dans des fichiers dans certains cas, ce qui fait vraiment peur parce que le 3/4 du temps, on va se dire la vérité, ils sont même pas encryptés, ces fichiers-là. Fait que, bref, on en voit de toutes les couleurs quand on arrive sur un incident, puis c'est là que ça devient très intéressant parce que au final, y a-tu vraiment une solution à tout ça? Oui, il y en a plusieurs, mais est-ce que les business les ont? Non. Puis c'est là que ça vient un peu de cadrer le pourquoi d'avoir un minimum de défense en place ou un minimum de sécurité, parce que comme moi, à chaque fois, je trouve, c'est drôle à dire, ça devrait être mon selling point de parler de ces choses-là, puis de venir expliquer les impacts possibles, les risques possibles, puis tout ça. Non. Ça compte même pas ça. Ça compte juste le jour que le client a les 2 pieds dans la soupe, puis il faut qu'il rame pour pas couler avec la soupe. Parce que... mais c'est un des problèmes, parce que c'est comme le même principe que les vendeurs de systèmes d'alarme pour les maisons. Ils vont cibler les endroits où il y a eu des vols parce que c'est le seul moment où les gens écoutent vraiment pour acheter ce genre de choses-là ou certains éléments. On est en cyber, on a le même problème. Les gens n'y croient pas tant que ça n'arrive pas.
ça leur fait pas mal. Puis le problème, c'est que quand on est dans une PME ou une très petite entreprise, quand on est frappé, généralement, on s'en remet pas. Fait que, tu sais, c'est encore pire. Eux autres, contrairement à la maison, tu vas avoir des assurances, ils vont te rembourser les bijoux ou la télé qui a été volée. Mais dans l'entreprise, quand on va aller dans les clients, ou ta formule magique qui fait que tu es un produit particulier, ou qu'on détruit ta business, les assurances, même s'ils payent, parce que maintenant, ils ne payent plus nécessairement. Faites attention, lisez vos clauses, parce que les contrats ont changé. Elles sont en train de changer, ils vont continuer à changer. Les primes continuent à augmenter parce qu'il y a raison. Lisez bien, parce que ça ne peut-être même pas indemnisé si vous vous faites défoncer. Fait que là, si vous faites défoncer, vous faites voler votre liste de clients, videz votre compte de banque, parce que ça arrive, là. Mm-hmm. C'est fini. Ouais, exact. Puis, c'est aussi pourquoi que c'est autant compliqué d'avoir des cyber-assurances. Tu sais, aujourd'hui, puis même nous, on s'est battus depuis qu'on existe, en fait, pour se faire entendre à ce niveau-là. Puis malheureusement, il n'y a pas d'écoute. La réponse numéro 1 des assureurs. Ah, ben, ça coûte moins cher de payer dans certains cas, ou comme c'est juste ça, là, tu sais, c'est que c'est comme ils ont même pas de métrique là-dessus, puis comme dans certains cas, il y en a qui commencent à avoir peur, puis il y en a qui sont encore dans l'ancienne mentalité, on va juste payer si ça arrive, là, tu sais, c'est comme on dirait qu'il y a même pas un stress dans la place pour dire qu'il y a un problème. Puis comment que tu peux commencer à avoir une idée de l'état de la situation de ton client, y a-tu beaucoup de risques d'être finalement dans une mauvaise posture? C'est quoi la posture de ton client? T'sais, il existe même pas une certification en ce moment pour dire ah ben le gars il a fait tout ce qu'il faut. Il a fait tout ce qu'il faut que s'il arrive quelque chose, ben ça va pas y coûter un bras puis une jambe, ou la business au complet va y passer s'il arrive quelque chose. Il y a certains assureurs qui ont commencé à exiger certains critères puis qui vont vérifier. Ça commence, mais il n'y a pas de certification comme si il n'y a pas de genre de baseline qui vient garantir ce genre de choses-là. Pas ce que j'ai vu jusqu'à présent, mais c'est en train de s'organiser. Cependant, les primes augmentent, puis deux, la nature de la couverture change. Le dernier que j'ai entendu, c'est tout acte dit d'un État, donc tout acte d'un groupe organisé par un État, n'est pas assuré. Donc, ils mettent sous le grand chapeau de actes de guerre qui ne sont pas assurables. Ça veut dire que les rançongiciels qui sont sponsorisés par un État, généralement la Russie, pour les nommer, ou la Chine. Les derniers que j'ai vus, c'était de Dubaï, c'est encore plus... Voilà. Fait qu'ils sont sponsorisés par un État. Vous n'êtes pas assuré. Lisez vos clauses. Ça va vous faire mal, parce que ça, c'est des choses. Cependant, si vous êtes bien assuré, puis ça devient le fun, parce que je n'ai connu plusieurs entreprises qui ont été touchées malheureusement, mais qui avaient des bonnes assurances. L'assureur arrive avec son équipe d'experts. Fait qu'eux embauchent des experts en forensic et les experts qui s'accompagnent. Je n'ai pas été accompagné dans ces équipes-là parce que c'est pas ma job. J'aurais aimé ça cependant parce que ça a été vraiment funky de voir ce qui se passe. Mais c'est clair. C'est ce genre de choses-là qui arrivent. Moi, j'arrive dans d'autres moments dans ce genre de clients-là. Mais on a des discussions qui sont très intéressantes avec ces clients-là. Une fois que la tempête est passée, de commencer à comprendre. Puis là, quand je parle d'assureur, on parle pas d'une PME de 4 personnes, on parle vraiment d'une entreprise de 5 à 1000 personnes là, qui ont les moyens de se payer une assurance cyber pour couvrir la chose. Et donc, l'assurance cyber paye la rançon probablement dans certains cas, ou tout le travail de remise en action qui est très disponible. Puis ça, les gens aussi oublient, là, ça coûte très cher revenir à l'arrêt de production. Parce que là, tu sais, il n'y a plus de revenus, hein? C'est final. C'est un peu là que je l'emmenais tantôt. J'ai juste une expression qui me vient en tête, le cash cow. Là, tu sais, comme la plupart des entreprises, il faut voir ça comme une ferme qui gère son bétail. Je pense que c'est toi qui m'avais dit ça tantôt. Malheureusement, là, quand que ton cheval de course que tu pètes dessus puis qui te fait de l'argent, il tombe malade, tu fais quoi, là? Tu sais, c'est ça la vraie situation, là, tu sais, c'est que si t'as pas prévu l'équipe de vétérinaires en backup, puis tout ce qu'il faut pour qu'il tombe jamais malade, une diète, puis une assurance, puis ainsi puis ça, ça vient tout ensemble, c'est un package deal, ça, là tu t'en tires pas, puis tu sais, c'est comme t'assures une longévité comment dans ton entreprise, rendu là. C'est comme les probabilités de marcher dans la rue puis de se faire écraser par une voiture de façon anodine, tu sais, comme on contrôle pas ça, mais c'est la même chose. Hein. Il y a rien qui dit que ça arrivera pas non plus. Là, c'est un risque à prendre dans un sens. Puis malheureusement, on dirait que c'est comme un contexte humain de faire comme ça m'arrivera pas.
parce que gros bon sens que ça arrivera pas, mais en même temps, est-ce que c'est un gros bon sens quand ça arrive? Ben là, c'est là qu'on joue à pile ou face, puis on va voir si ça va marcher ou ça va pas marcher, parce que dans bien des cas, j'ai vu des entreprises que, désolé, tu perds tout. Ouais, puis tu sais, attends, on parlait là, mes cheveux gris vont apparaître. Moi, j'ai vu des domaines contrôleurs. Ben, à l'époque, c'était pas ça, là, mais en tout cas, les éléments NT4 qui étaient directement branchés sur Internet. J'avais le contrôleur principal qui était sur Internet. Fait que c'est comme. Mais pourquoi vous faites ça? Bonne question. J'en ai vu des affaires de même où genre tout l'ensemble de la business était sur un gros NT4. T'avais ton exchange, ton DC, des affaires dessus. C'était lui qui était le gateway Internet. En plus. Il y en a beaucoup qui font ça. En plus, ça existe encore, ça, malheureusement. Je veux pas nommer de nom, là, mais ça existe encore, je te le dis. c'est pas chouette, là. Puis, tu sais, là, je te parle d'une époque où l'accès Internet était, rare, mais tu payais des genres du net BIOS sur Internet, là, puis tu payes un gros NT4 serveur en arrière, là. Tu sais, comme, ouais, non, mais pourquoi vous faites ça? Vous aimez pas votre vie? Malheureusement, moi, je compare ça un petit peu au concept de quelqu'un qui se ferait construire une mansion incroyable, mais qui mettrait pas de mur de béton autour avec des caméras, puis tu t'attends à quoi, là? Tu sais, t'es un target waiting to happen, dans un sens de, il y a clairement du monde qui passe en avant puis qui vont être bien contents que t'aies pas mis de clôture, là, qui vont justement se parquer devant puis qui vont attendre pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis comme, est-ce qu'il y a une valeur autour de tout ça, là, tu comprends? Il y a plein d'affaires qui est comme, tant qu'à moi, c'est peut-être pas un... Pour des Canadiens, c'est peut-être un peu moins commun, là, mais fais le tour du travail. Tu voyages un petit peu, tu vois la big picture, que c'est drôle, il y a beaucoup de pays du monde que même le plus petit taudis sur le coin d'une rue a des murs pour l'entourer parce que justement, t'es même pas en sécurité, là, parce que c'est comme ça la vraie vie, là, c'est un danger. Donc, je comprends pas que ce soit pas la même chose côté technologique. Ça devrait comme être un réflexe, mais non, en fait, c'est totalement l'inverse. On dirait que ça transcende pas la culture qu'il y a déjà dans comme la vie qu'on vit, que justement, c'est quasiment rendu un must d'avoir des caméras, c'est quasiment c'est toutes des petites choses comme ça que comme c'est une réalité qu'on vit dedans, mais aussitôt qu'il y a question de notre téléphone ou de notre vie, tu sais, de notre data, en gros, non, c'est pas grave, c'est juste du data ou c'est comme... On dirait que c'est pas quelque chose qu'on peut toucher ou qu'on peut... tu sais, qu'on peut vraiment filer une importance. Puis pour la plupart du monde, ben comme ils se font voler leur identité en ligne. Oups. Ah non, mais ça revient un peu à ça. Mais c'est le bordel. J'ai été chanceux, ça m'est pas arrivé. Là. J'ai eu des cas mineurs, mais ces cas-là ont été en général interceptés suffisamment tôt pour pas être dégénérés. Mais les gens qui ont des vrais vols d'identité, c'est pas drôle. Là. C'est des mois, c'est pas des années pour s'en remettre là, de ce genre de choses-là. Fait que tout cet élément-là, je comprends pas pourquoi les gens sont aussi désinvolts. Ben, je comprends pas. Les gens, c'est parce qu'ils comprennent pas que la conséquence, jusqu'à temps que ça leur arrive, les protège adéquatement, disons, ou leur permet d'avoir les moyens ou la sensibilisation qui les amène là. Puis là, dans les PME, pas plus, ça fait, ils s'en battent les... Ouais. on va sacrer le coup de bâton pour eux. Surtout... Mais j'étais pour te dire, c'est pas juste ça, c'est que je pense que c'est que l'impact qui a comme pas conscience. On dirait que la douleur est pas là, elle est manquante dans l'histoire. Dans le portrait, on voit pas le coup arriver. Parce que quand il arrive, le problème, là, c'est que le premier coup de douleur, c'est l'impact que ça va avoir sur la business. Ça, c'est d'un, c'est clair. Mais après ça, c'est tous les petits désagréments qui vont suivre. Toutes les... OK, cool, les pompiers sont arrivés, ils ont éteint le feu, mais le feu, c'est-tu propagé à côté? Là, est-ce que tes noms de domaine se sont fait flaguer? Si tes noms de domaine se font flaguer, ça peut prendre des semaines reprendre le dessus pour que justement ton domaine soit plus flagué comme un risque public, comme si quelqu'un va sur ton site, t'as carrément Google qui va te dire OK, écoute, revire de bord, c'est même pas sécuritaire pour toi d'ici. Ce genre de scénario-là, c'est réel, là.
ça existe, puis c'est plus commun qu'on le pense, c'est automatisé aujourd'hui. À la seconde qu'on est infecté, là, tout est mécanisé maintenant, c'est rapide. C'est dans certains incidents où j'ai eu à intervenir, j'ai été chanceux, on était arrivé avant que les malveillants étaient juste dans la phase découverte. Fait que tu sais, c'est facile. Fait que là, on a intervenu rapidement, l'incident a été fermé très rapidement. C'était un succès en ce sens-là, mais parce qu'on était mardeux, on l'aurait. Mais ça a exigé fermeture de l'Internet, fermeture des serveurs. Dans l'immédiat, là, j'arrive sur le site, puis c'était juste le temps de faire l'assessment de base, puis de me voir où je me retrouvais là-dedans. Ben, ça a été tout ça. Et de faire ces gestes-là nous ont permis à temps. Mais tu sais, t'as des cas, tu me comptais, t'arrives pas à temps comme ça, t'arrives au moment où il est trop tard. Ça fait déjà des semaines qui traînent là, puis c'est ça aussi. Ça fait des semaines qui traînent là. Puis là, ils ont eu le temps de tout explorer, tout vider généralement, puis ils commencent à chiffrer. Oui, ils commencent à injecter des pages pour du Viagra, des affaires comme ça. Ça, j'en ai tellement vu des cas de WordPress qui sont juste des relais de spam ou de faux sites comme ça, qui sont sur des domaines légitimes. C'est ça quand tu parles de tu te fais flaguer, c'est qu'une fois que Google a repéré que tu héberges à ton insu des pages malicieuses ou des pages juste pour faire du farming, pour justement refaire de la revente de Cialis, Viagra et machin. Là, t'es foutu. Fait que là, ton domaine au complet. Fait que là, tu nettoies ton site. Faut que tu trouves la place par où il rentre. Et ça, généralement, c'est là où c'est tough parce que il y a longtemps, maintenant, j'arrive dans, ça fait pas des anecdotes de ma vie. J'arrive dans un site, ça c'est un WordPress dans ce cas-ci. J'arrive, je nettoie le WordPress, je dis, OK, fine, j'étais infecté, ça, je le nettoie. Une heure après, réinfecté. Je vais être comme, fuck, c'est quoi le problème? De où ils rentrent, les salauds. Fait que là, j'ai dû retrouver, là, j'ai fait fuck off, j'ai juste réinstallé complet zéro, on est reparti, puis là, ils sont pas revenus, mais ça prend pas grand chose, et surtout dans le cas des WordPress, ces affaires-là, c'est tellement trop facile à déployer. Mais ça, tu sais, dans le cas des WordPress, je remonte il y a une dizaine d'années, là. Le problème, c'est que c'est encore d'actualité, malheureusement. Oui, ça continue. C'est encore la plus grosse plateforme, des choses comme ça. Puis il y a tellement de WordPress désuet partout. Peu importe le SMS qui est utilisé, c'est la même chose, mais lui étant le plus connu. J'ai eu une couple de cas de nettoyage de WordPress à faire, puis c'est pas toujours facile parce que tu le nettoies, mais justement, on parlait de confiance, de savoir est-ce que ton serveur est propre ou pas. Ben, c'est dans ce cas-ci, régulièrement, ça arrive qu'ils sont très difficiles à trouver parce que s'ils sont moindrement bons, parce que dans les cas que j'ai eu un cas qui était vraiment bon. La plupart, c'était juste, genre, ils faisaient juste injecter une fausse page quelque part pour qui était référencé, puis pour faire du farming. Mais sinon, j'avais plus des cas j'ai eu un cas beaucoup plus complexe, où ils ont rentré comme ça, ils ont descendu dans l'OS. Là, t'es foutu si on fait ça. Fait que là, quand j'ai vu qu'on rentrait dans l'OS, j'ai dit, ah non, merde. Là, j'ai un problème beaucoup plus sérieux. Fait que ça a amené des enquêtes forensiques dans lesquelles j'ai délégué, parce que c'est pas mon univers. Mais beaucoup plus complexe parce qu'il a fallu creuser pour savoir s'il y avait ou pas explorer plus loin que juste le petit OS, puis s'être amusé, puis ils avaient fait leur argent avec leur farming. Mm-hmm. Puis tu dis ce qui est un peu plus sacré que tout ça, c'est que la plupart du monde qui utilise des WordPress, bien souvent, sont sur des plateformes comme Easy WordPress ou des trucs à la GoDaddy, là, que comme tu as 250 WordPress sur le même serveur qui sont tous empilés un par-dessus les autres. Que tu fais juste, si tu leur demandes un accès à la console, là, ou que tu réussis à en avoir une, là, que tu te rends compte que tu remontes d'un dossier puis tu vois tous les sites des autres personnes que tu ne devrais pas tout voir. Puis que dans certains cas, malheureusement, il se passe quelque chose qu'on appelle un mass infection, qui fait que comme, il y a quelqu'un qui a trouvé, pas juste, comme tu dis, qui a descendu au OS puis qui a trouvé une porte d'entrée pour aller jouer dans les sites de tout le monde. Fait que c'est peut-être même pas ton site à toi qui est vulnérable, c'est peut-être celui du 5e plus haut ou plus bas qui a causé la panne puis qui a finalement infecté tout le monde. Puis tu le sauras jamais parce que finalement, ça prendrait une équipe. On s'entend quelle startup ou même quel business tout court qui a les moyens de se payer un staff de forensic pour aller faire une analyse de ça. Ça va finir qu'ils vont tirer la plug ou qu'ils vont vider le serveur ou ils vont déménager ailleurs que ça va être plus safe. Mais ils vont wiper en gros. Là, ils vont pas laisser les données là, c'est trop dangereux. Puis l'autre affaire qu'on réfléchit pas souvent, c'est que
Ah, il y a un WordPress? Ah, cool. Qu'est-ce que tu penses que ça fait, WordPress? Il y a une belle base de données qui est attachée à tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la base de données? Des belles données, toutes fraîches, toutes croustillantes, qu'en plus tu peux injecter dedans. Fait que des fois, tu fais un wipe. Comme dans ton cas que tu parlais tantôt, tu wipes tous tes fichiers, tu réinstalles un WordPress, tu te gâtes, tu mets ça le plus propre possible. Ah ben, bordel, 1 heure plus tard, ça recommence. Si ta base de données est mal foutue, t'as le même problème que ça. Ça, c'est des hébergeurs mal jailés, là. Ça, c'est une chose, mais tu sais, les petites PME, comment ils peuvent savoir que leur fournisseur est mal jailé? Tu sais, c'est le moins cher possible, puis ils s'en foutent. Mais jamais, c'est très régulier qu'ils sont mal jailés quand t'es capable de justement faire ça. Mais ça me rappelle à l'université aussi, j'avais eu un cas comme ça sur l'ordinateur comme ça, le Unix qui nous était rendu disponible pour nos travaux, les comptes de tous les étudiants, tu remontais d'un niveau, tu connais ça moindrement, tu montais d'un niveau, tu te loguais dans le shell, tu montais d'un niveau, tu descendais d'un niveau, tu voyais tous les comptes, puis généralement, 9 fois sur 10, tu étais capable de rentrer dans chacun des choses de chacun des autres étudiants. Fait tu voyais tout ce qui se passait ailleurs. Là, tu fais comme, non, mais come on! Mais c'est aussi bad que ça partout, malheureusement. C'est pas nouveau, puis ça connecte quasiment avec... je pense qu'on s'en était déjà parlé de mon cas un peu particulier, justement, que j'avais eu à investiguer un système de ce qu'on appelle de connexion à distance, un portail, si on peut dire, de bureau à distance. Puis que justement, on avait décidé de faire un petit peu de ce qu'on appelle du reverse engineering sur le portail pour voir qu'est-ce qui se passait. Puis que facilement, on avait trouvé un setting qui nous permettait de propager puis prendre le contrôle de tout le monde qui utilisait cette technologie-là. que tu vois que la technologie que tu as installée, là, qui est gratuite sur Internet, elle te permet de propager ça à tout le monde. Puis de pouvoir leur faire installer des memes comme fond d'écran, de leur faire whatever ce que tu as envie, sans même devoir penser, parce que comme tout ce qu'on a fait, c'est s'intéresser à « OK, cool, je vais installer quelque chose, puis ça vient d'où ça? C'est qui a fait ça? » Puis finalement, tu te rends compte que c'est un merdier comme un autre. Tu as tout simplement pris quelque chose qui est gratuit, puis moi, on m'a toujours dit quelque chose, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Il faut faire très attention. Puis quand on embarque là-dedans, même en info nuagique, il faut être capable de comprendre la technologie qui est sous-jacente parce que sinon, on se lance dans des choses qu'on ne connaît pas. Dans le cas de ton remote, il était d'ailleurs très drôle, là, justement, le fait que la technologie était mal pensée, mais même le besoin qui a initié ça, je le trouvais déjà particulier là, dans ce que tu me relatais, parce que je vois pas pourquoi on aurait besoin d'un accès RDP ou VNC sur des serveurs, parce qu'on est dans un univers avec du code. Normalement, on n'est plus censé travailler dans ces genres de choses-là. Fait que déjà là, je trouve ça un peu particulier là, qu'on ait ce genre de réflexion, surtout quand on travaille en Kubernetes, on était vraiment juste dans des pods. C'est juste du code, là. Il y a pas, c'est comme dans la matrice, ça fait juste des lignes qui descendent, puis c'est tout, là. Il y a pas de beau GUI, puis d'affaires comme ça, là, quand on parle là-dedans. Peut-être pour nous aider à le coder, mais on prend plus, il n'y a plus de souris, là, avec les choses, on va cliquer sur l'icône. Ça, c'est pour du desktop, c'est pas pour du serveur, ça. Non, exact, mais malheureusement, tu sais, il va toujours avoir un client pour un GUI, il va toujours avoir une utilité pour une certaine clientèle, tu sais, qui comprend pas comment ça marche les lignes de commande. Puis malheureusement, c'est à ça que ça mène. Ça mène à des drôles de technologies qu'on se demande pourquoi qui existent, puis malheureusement, ben, ça donne ce que ça donne, hein, c'est pas magique. Puis, bref. Ouais, ben, ces technologies-là, en plus, c'est RDP. Puis j'ai vu des cas de monde qui ont mis des RDP disponibles sur Internet. On nous dit ça, c'est chercher le trouble, là. Mais c'est vraiment chercher ça. Mais on est dans la même lignée que j'ai vu des cas. J'ai déjà eu un client, tu sais, qui avait comme l'idée d'ouvrir une base de données sur Internet. Tu dis, ah oui, on va lui donner les choses, puis on va l'accéder directement sur Internet. T'es complètement siphonné, toi, là? Tu réfléchis à ton plan, clairement, c'est ça. Non, il n'y a aucune base de données qui est visible sur Internet. La seule chose que tu rends visible sur Internet, c'est ton front. C'est tout. Le restant, il n'y a rien qui est visible sur Internet. L'Internet, c'est juste un grand marché de sites web. Le restant, tu n'accèdes pas. C'est non. Mais ils trouvaient ça, mais c'est plus facile, je peux dire. Non. Ouais, on pourrait avoir la même discussion sur la route 53 là, que de AWS ou comme bref, ou des technologies similaires en fait, parce que effectivement, nous on fait un petit peu la même chose, qui est
d'aller jusqu'à un certain point que tu sais que ton client il est pas capable de gérer ses IP, fait que tu lui donnes pas l'IP, tu lui donnes juste un nom de domaine que c'est toi qui contrôle. Puis à partir de là, ben voilà, fais ce que tu veux, mets tes trucs où tu veux, mais c'est nous qui gèrons l'infrastructure parce que tu veux pas prendre le risque justement que comme quelqu'un qui a pas l'expérience ou qui comprend pas la sécurité adjacente justement expose le tout sur Internet, puis que ça soit justement quelque chose qui est comme qu'on le disait tantôt, c'est un feu que tu peux même pas éteindre. Là, une fois qu'il est allumé, tu le laisses brûler. Dans certains cas, on s'entend si tu donnes accès à une base de données publique. Ben, il y a eu la donnée qui est dessus. Il y a eu beaucoup de cas comme ça avec MongoDB, Elastic, et ainsi de suite. Tout était mis genre sur Internet. Tout le monde était tout content. Ils ont mis ça sur Internet. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris la sécurité. Ce qu'il a fait, puis entre autres, parce que j'ai parlé aux ingénieurs de chez Elastic, entre autres, dans les dernières versions, tu es obligé de mettre du SSL. Tu es obligé de mettre de la sécurité parce qu'il était tanné que les gens le fassent tout croche. Fait qu'ils ont imposé dans le déploiement pour que la sécurité se mette en place. Fait qu'on est rendu là. Mais en même temps, ça, c'est l'autre aspect. Puis ça, je trouve ça je trouve ça énormément fatigant. Surtout les gens qui connaissent rien de la sécurité, qui s'improvisent. Ça me tanne. Parce qu'ils font toujours des mauvais choix puis qu'ils le mettent dans la marde. Fait que là, je vous dirais, ensuite, tu es obligé de nettoyer le gâchis qu'ils ont fait après. Mais mais là, plus loin que ça, c'est, si vous connaissez pas ce que vous faites, prenez un service géré. Puis c'est pour ça que c'est dans le fond, dans votre service, c'est pour ça qu'il est intéressant. Parce que c'est un service géré. J'ai pas besoin de faire le travail. Il est fait à ma place. J'aime ça. J'aime ça comme c'est comme ça. Tu sais, j'aime mon auto. Quand j'appuie sur le piton, à part. Je commence pas à me poser de questions. Ouais, le carburateur, faut que je l'ajuste humide dehors, faut que je tourne la manivelle 3 fois, faut que j'aspère un peu, je fais un petit peu d'affaires de même. Non, mon auto, j'appuie sur le piton, ça marche. C'est tout ce que je veux savoir, c'est ça. Et c'est ce que les gens devraient apprendre à faire, c'est justement poser les bonnes questions, pour avoir le bon service, mais s'assurer, puis là, de le mettre dans les mains du fournisseur qui connaît ça, en général. La sécurité, tu ne fais pas ça. Moi, puis c'est une des recommandations premières que je dis à mes clients. Là. Pelle ça ailleurs. Pelle ta sécurité chez des gens qui connaissent ça. Ça coûte cher quand tu dois embaucher des gens. La compétence est difficile à acquérir. Si tu n'as pas la masse critique, prends-toi un service où c'est built-in. C'est pas toi qui le fais. Le problème, c'est que ça commence à être un nouveau trend que la sécurité soit built-in, mais malheureusement, il faut encore faire bien ses recherches parce que la plupart des providers n'offrent pas la sécurité inclus. Puis ça s'applique à toutes sortes de software, ça s'applique à toutes sortes d'hébergements. Puis ça remonte quasiment à un peu une discussion qu'on avait eue sur les bases de données toutes gérées, en fait. Puis justement, que j'ai comme je trouve ça quand même intéressant de voir comment qu'on peut payer un prix de fou pour une base de données. Juste pour le fait de me faire dire ben cool, le pare-feu est configuré, puis j'ai un petit dashboard là, qui coûte peut-être 5$ par mois qui me donne des statistiques là, sur ce qui se passe sur ma base de données, puis j'ai des backups que je peux activer pour un autre 5$ ou peut-être un nombre d'argent X, mais que finalement là, j'aurais fait la même chose par moi-même, ça m'aurait coûté 100 fois moins cher, puis juste pour le fait que justement on est rendu dans un écosystème que c'est personne qui veut gérer ça. Tu veux peser sur le piton, tu veux ajouter une base de données, tu veux qu'il y ait une redondance, tu veux qu'il y ait ici, tu veux qu'il y ait ça, tu veux que ça suive les normes. Tu veux même pas entendre parler de ce qui se passe derrière, tu le sais même pas, puis tu veux pas le savoir. Tu veux que ça se gère, tu connectes tes services, et c'est parti. Puis c'est malheureusement vers ça qu'on s'en va de plus en plus parce que justement, on grossit comme une population de plus en plus ignorante de ces petits détails-là qui seraient super faciles à gérer, mais en même temps, qu'il y a de moins en moins de monde qui est au courant, donc on n'a pas le choix, on s'enligne vers ça. Il y a deux choses, il y a deux axes là-dessus. Un, c'est normal que pour le grand public, à mon avis, c'est normal pour le grand public qu'on n'ait pas ce degré-là, mais on n'a pas de moyens pour communiquer la bonne information. Donc, on va prendre les cotes, comme sur les restaurants dans plusieurs États américains ou villes américaines, tu as une lettre à l'entrée du restaurant qui donne la salubrité du restaurant selon la dernière inspection. Fait que pour moi, qui n'a aucune idée comment ça fonctionne, j'ai quelqu'un qui a vérifié à ma place. Donc, il faudrait qu'il y en ait un système comme ça pour les monsieur et madame tout le monde ou PME de ce monde qui n'ont pas la capacité d'avoir cette cote-là qui apparaît. On est vraiment, mais vraiment loin de là. Ça existe, c'est ça le pire. Il y a du monde qui l'ont créé. Oui, mais en termes d'exécution, on est très loin de ça. Oui, il y a des choses, on est très loin.
de mise en place de ça. L'autre côté, puis ça, j'aime aussi beaucoup ça, parce que moi, je suis du côté des makers, c'est j'aime comprendre ce que j'utilise. Puis pour moi, c'est un fondement de base parce que je ne fais pas confiance à l'heure actuelle aux gens, aux grandes entreprises de nous livrer des services, incluant l'info nuagique. Fait que généralement, même en info nuagique, il y a certains services que j'ai consommés, que j'ai poussé à l'extrême limite pour comprendre, puis toi aussi tu l'as fait, tu me l'as dit, comprendre le fonctionnement, comprendre les limites, comprendre ce qui est en arrière, justement pour être capable de l'utiliser correctement, comprendre son haut les faiblesses de sécurité, parce que le fournisseur n'est pas tout le temps capable lui-même de comprendre parce que lui a présumé des affaires. Fait que de pousser ça le plus loin qu'on est capable. Puis ça, malheureusement, les devis techniques ne sont pas disponibles. Fait que pour quelqu'un comme moi, ça m'exige plus de temps parce que je vais faire les tests, je vais le brasser à la machine ou brasser l'info nuagique. Puis je l'ai fait, là. C'est drôle de faire ces affaires-là. Puis quand tu arrives à parler aux ingénieurs, puis finalement, ben, il fait comme, ouais, non, la documentation n'est pas exacte. Tu fais comme, ouais, non, mais fuck you. C'est pas bien exact, ta documentation. Oui, c'est drôle parce que ça me rouvre une porte cocasse, justement, à ce qu'on fait, justement, dans le monde des pare-feux. La plupart du monde, là, ils achètent un pare-feu, puis c'est drôle, le sales pitch, il se ressemble tout le temps. C'est tout le temps la même chose qui se répète. Mais au final, quand tu regardes derrière ce qui se passe vraiment, ça se limite aux capacités de l'entreprise derrière. Tu sais, si tu veux vraiment savoir que le service soit géré ou pas, là, on s'entend-tu que la réalité, là, c'est les ingénieurs derrière, là? C'est pas plus loin, tu vas pas chercher plus loin que ça, là. Il y a beaucoup d'assumptions qui sont vraies ou pas vraies, il y a beaucoup de choses qui sont vraies ou pas vraies, mais la réalité, c'est que, dans le fond, ce que tu achètes, c'est pas vraiment un pare-feu, tout le monde en a un bâti dans leur ordi. Tu achètes l'expertise de quelqu'un qui te l'a matérialisé dans un logiciel, en fait. Tu achètes quelque chose que, finalement, c'est quelque chose que tu sais pas. Mais moi, je trouve ça drôle quand tu viens acheter, justement, comme on le parle dans ce contexte-ci, tu viens acheter, exemple, une base de données déjà managée, déjà qui a été configurée. Mais c'est bizarre, je peux aller sur n'importe quel utilitaire Docker, faire je vais installer mon GoDB, je vais installer MySQL, puis c'est une ligne. J'ai même pas rien à configurer, puis c'est drôle, ça fonctionne tout seul. J'ai pas fait grand-chose de magique. C'est sûr que j'ai pas mis des backups, j'ai pas mis ci, j'ai pas mis ça, là. Mais on s'entend que le gros bon sens, là, aujourd'hui, là, tu sais, il se trouve très facilement. Puis on est rendu vraiment à un stade que c'est de plus en plus ironique de devoir faire confiance à des third parties qui vont gérer nos credentials, qui vont gérer justement nos bases de données, qui vont gérer d'encrypter nos backups, faire nos backups, ainsi de suite, que tu n'as juste aucune idée où est-ce que c'est storage, toute cette information-là. Comme tu dis, à part des gars comme nous autres qui est prêt de se connecter sur le service puis de l'abuser pour trouver qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Malheureusement, on commence à creuser notre propre, on commence à bâtir notre propre cage que justement on est pogné dedans. Là, on n'a pas le choix d'utiliser ce genre de service-là. Puis c'est exactement pourquoi que des services comme le cloud existent, qui fournissent tout plein de services. Parce que justement, de plus en plus, la population, comme tu dis, elle arrive à un stade que c'est comme, OK, cool, j'ai un minimum d'intelligence sur comment bâtir un site web. Bon, ben, donne-moi mon serveur, donne-moi ma base de données. Voilà, j'ai quelque chose. Puis ça vient encore une fois pas régler le problème que la sécurité, ben, t'es responsable. Si t'as pas plus cette knowledge-là. Entre autres, puis le cas que fait TK, c'est OVH. Puis parce qu'il y a un data center qui a brûlé. Puis là, tu sais, là, lui il a fait école parce que c'était le premier public puis que on en a parlé beaucoup. La réalité, c'est que si un centre de données d'un autre fournisseur brûle, il y a bien des gens qui vont être surpris que leur machine n'était que sur un site, qui n'avait pas de backup inclus, puis qui sont finalement dans marde. Puis parce qu'ils savent pas ce genre de choses. Et là, on revient à la connaissance. Ils consomment des services et ils n'ont aucune idée ce qu'ils font. C'est-à-dire, on a un cours de conduite pour apprendre à conduire et savoir avoir l'autorisation de conduire un auto sur une route. Parce que ça a un certain nombre de règles, ça a un certain nombre de choses que les gens doivent connaître au minimum avant de pouvoir manœuvrer avec cet objet-là, qui pèse 1 tonne puis qui peut tuer des gens. Fait que là, tu sais, bon, fait que ça prend ce genre de choses. On a la même chose au Canada pour les armes à feu. On exige des cours qui nous préparent à l'usage respectueux de l'arme à feu. C'est correct, c'est comme ça. Dans certains autres pays européens aussi, c'est exactement comme ça. Si tu veux, mais tu as tout l'encadrement, ça va. C'est correct. Là, on laisse les gens utiliser les services infonuagiques sans
aucune connaissance de ce qu'ils font. Puis généralement, si ça va pas bien, ils sont en marde. Et c'est pas juste ça, c'est pour tous les services SaaS en général. Un service SaaS va te vendre peu importe à quel prix et puis dans quelle formule qu'ils veulent te vendre le produit ou le service. Malheureusement, c'est le même concept qui s'applique. Tu peux payer un prix de fou, puis tu peux utiliser quelque chose que tu n'as aucune idée le dommage que ça peut te causer. Tu peux utiliser un service géré un petit peu comme tu disais avec OVH, puis là, c'est de savoir, on s'entend une compagnie comme OVH, ont des assurances, ont des ci, ont des ça. Mais est-ce que c'est tous les services qui t'offrent une assurance de quelque chose ou qui vont te dédommager s'il arrive quelque chose? Est-ce que c'est tous les services qui ont justement la même chose que je disais tantôt, qui ont un plan de backup, puis ont un plan de ci, un plan de ça? Est-ce que tout ça a été mis en place avec ces services-là? Puis c'est une question qui finit plus finalement d'être posée. Ça va plus loin. Est-ce qu'il est inclus au forfait que vous prenez? Et c'est dans le cas d'OVH, c'est ça la difficulté. C'est ça dans le bas blesse avec OVH, c'est que les gens qui ont été pénalisés, c'est qu'ils n'ont pas pris le plan de backup. Fait que c'est sûr qu'ils sont dans un pétrin. Puis tu sais, là, je veux pas mettre plus OVH. Si vous faites la même chose avec Azure, vous prenez pas le plan backup, puis il arrive par malheur un de leurs centres de données explose, ben vous allez perdre vos données parce qu'il n'y en a pas de backup. Pas plus chez Azure, pas plus chez AWS, pas chez Google, tout ça. Fait qu'on est tous dans la même chose. Lisez bien vos clauses parce que vous ne savez aucune idée. C'est ça que je trouve dommage. Mais en même temps, ça me crée de la job, là. Écoute, moi, ça me crée des clients. Fait que ça a ce bénéfice-là. Mais il reste que, au-delà du fait que ça, on ne devrait pas utiliser un expert, tout le temps, puis il n'y en a pas un, il n'y a pas assez d'experts pour aider tout le monde. On devrait pouvoir réussir à mieux communiquer cette information-là. C'est là mon axe plus grand public devrait être capable de comprendre et de venir chercher des experts que quand on a vraiment des espèces d'affaires funky, drôles, puis là, ça devient intéressant, mais là, on est doivent servir à expliquer les affaires élémentaires. Où sont tes backups? Est-ce que les backups sont pris? Est-ce que tes données sont chiffrées? Comment sont chiffrées? C'est qui a la clé? Où sont-ils dans le monde? Blablabla. C'est des éléments qui sont finalement relativement, à mon avis, standards et de base. Exact. Puis que malheureusement, quand on regarde que ce soit Azure, que ce soit AWS, que ce soit n'importe quel gros fournisseur de services cloud, il va falloir fouiller très profond pour trouver toute cette information-là. Malheureusement, c'est souvent quelque chose qui est comme... Puis même pour n'importe quel service qu'on achète en ligne, on s'entend, là, t'auras bien beau lire les SLA d'un bout à l'autre, t'auras bien beau chercher le contrat de qu'est-ce que tu signes quand t'embarques. Malheureusement, c'est pas de l'information qui va être incluse, ça sera pas dans la documentation non plus. Comme tu disais tantôt, il faut que tu réussisses quasiment à avoir un contact qui est ingénieur pour la compagnie qui va te dire truth or dab, tu sais, que comme c'est-tu vrai, c'est-tu faux ou c'est-tu un show de fumée, mais tu sais, comme au final, l'information, c'est ça qui va le plus cher dans tout ça, là, tu sais, c'est ce qui va se passer, c'est l'outcome le feu quand il prend, es-tu prêt? Puis c'est pas évident de se préparer pour ça, puis c'est pour ça que de plus en plus des solutions comme la nôtre, justement, arrivent sur le marché justement pour contrer tout ça, parce que c'est un peu plate, comme qu'on le parle, ça crée beaucoup d'emplois pour les spécialistes puis les conseillers en cybersécurité. Puis même encore là, ce qui est un petit peu ironique, c'est dans le cas je suis très conséquent que toi puis moi on s'entend sur beaucoup de points. Mais j'ai rencontré autant de conseillers en cybersécurité ou des experts de métier que j'avais l'impression qu'ils me parlaient chinois. Je me demandais sur quelle planète, ou qui avaient pris leur diplôme, ou qui avaient étudié la cybersécurité, tu vois ce que je veux dire? Que des fois, je regarde des reportages plus, mettons, télévisés, où je me demande où est-ce qu'ils l'ont pris, leur expert. Là. Tu te demandes, tu entends parler des firmes que tu sais même pas qu'ils existent, puis que, comme, tu sais, on s'entend là, des services de cybersécurité ou de développement qui t'offrent des services. Même chose. Comme, c'est quoi vraiment qui t'offre comme service? Qu'est-ce qui te donne Puis je me suis déjà fait poser la question moi-même, comme pour conseiller une compagnie, justement, en cybersécurité, de leur donner des références. Tu comprends ce que je veux en venir? D'être capable au moins de mettre un minimum avant de faire affaire avec moi pour savoir t'es qui, toi, tu sors de où, avant que je te mette mes données entre les mains, là, tu sais. Puis c'est wise dans un sens. Pourquoi il n'y a pas assez de monde qui le font, ça? Tu comprends? Tu pourrais être n'importe quel crack qui est autant un terroriste qu'un good guy. Ça revient au même. T'es quand même la personne qui cogne à leur porte qui dit « Hey, j'ai une solution pour vous. »
je peux vous conseiller, je peux vous dire quoi faire, mais qu'est-ce qui me dit là, que je me sens tes mains puis t'es la bonne personne, puis que t'as des... Tu sais de quoi que tu parles dans un sens, parce qu'on pourra avoir des grosses discussions sur comment que ça fonctionne et tout. Mais au final, il y a comme on dirait qu'il y a plusieurs consensus différents qui existent dans l'écosystème de la sécurité. Puis c'est ça qui fait qu'on a un écosystème qui est autant en vie, autant sur l'attaque que la défense, puis ceux qui essaient d'aider entre les deux, là. Parce que justement, on a toute une vision totalement opposée des uns les autres, puis comme c'est ce qui fait qu'on existe, en fait. Entre autres, oui. Ça, c'est intéressant parce que là, l'expérience faisant, je suis rendu celui qui analyse les fournisseurs pour s'assurer que le fournisseur ne bluffe pas, blablabla. Fait que c'est rendu que les clients me demandent ce genre d'analyse-là maintenant, justement pour qu'ils choisissent une solution qui est adéquate. J'imagine que c'est ça, comme je disais, c'est l'expérience. Mais c'est un état très particulier qu'on doit justement faire appel à mes services pour m'assurer que le fournisseur, c'est pas juste un show de boucan qui est réel, puis ce qui fait de la valeur, pis ça, mais c'est terrible de penser à ce genre de choses-là, que maintenant, on doit encore faire ce genre de choses-là, que pas... on pense pas tout pareil en sécurité, genre que c'est pas une culture qu'on suit point à point, ou comme la religion ou whatever, que comme... Voilà le guideline dans un beau gros livre pesant. Puis voilà comment que ça fonctionne. On dirait qu'il y a encore trop de façons de voir la chose qui est trop de façons en fait qui sont divergentes, puis dépendamment à qui tu demandes, ça c'est l'aspect là, ça dépend des niveaux, tu sais, du niveau plus le niveau où j'opère, moi il serait supposé avoir un consensus unique. Si à mon niveau, il n'y a pas de consensus unique, on a un problème très important. Là, c'est sûr, quand on descend dans une technique très pointue, dans comment on va exécuter, effectivement, il peut y avoir plusieurs approches, puis les approches sont valables pour différentes raisons. Mais plus tu montes, moins il est supposé d'avoir divergence. Fait que, tu sais, ça revient. Puis, tu sais, Puis c'est une question d'expérience aussi, on va se le dire. Là. Plus que tu montes, plus que les mondes que tu vas rencontrer ont de l'expérience. Puis, ils n'auront pas juste vu, exemple, de l'offense ou de la défense ou le milieu, si on peut dire. Ils vont avoir vu un peu de chaque. Puis, ils vont s'avoir fait une thèse, une idée sur ce qui se passe vraiment en sécurité. Ils n'auront pas juste un discours du gars que lui, tout ce qu'il sait faire, c'est attaquer, ou tout ce qu'il sait faire, c'est défendre. Il va avoir un melting pot d'idées, puis ça va être... C'est là qu'on arrive, je pense, à ton niveau, que c'est plus un consensus précis, mais malheureusement, le marché est tellement en effervescence, il y a tellement un manque de monde incroyable que malheureusement, tu te limites souvent aux connaissances du marché. Si tu vois ce que je veux dire. Puis il y a des gens, puis il y a beaucoup de gens qui se faufilent là-dedans, qui devraient pas être là dans le milieu. Parce que bref, ça, c'est un très long débat. Puis je pense que ça soulève généralement les passions quand on parle ce genre de choses-là, parce que tu sais, il y en a qui se sentent exclus, ils devraient pas, blablabla. Là, mais la réalité, c'est que c'est très. Puis en plus, c'est très simple. Rendu quand je conseille à un certain niveau. Ça répond aux besoins. Je reviens toujours, moi, c'est ma crasse-clé, les gens qui travaillent avec moi, puis me détestent probablement même pour ça, d'ailleurs. C'est quoi le besoin d'affaires? On revient toujours, c'est quoi la raison, qu'est-ce qu'on veut protéger? Puis peu importe, dire, ah non, mais là, t'en fais trop. Genre, t'en fais jamais trop quand le besoin d'affaires se définit à un niveau X. On répond aux besoins d'affaires, à l'inquiétude de la personne qu'on veut protéger. Ça peut être trop, ça peut être excessif, effectivement. Mais ça, c'est pas à moi de juger que c'est excessif. Moi, non, exact, c'est le besoin. C'est le besoin qui va me le dire, c'est le client ou c'est le propriétaire de l'actif va dire, moi, c'est comme ça, blablabla. Puis là, on fait une évaluation, une discussion. Sur ça, ensuite, on va arriver à une conclusion. Mais si lui, il tient absolument, puis lui, ça va ralentir son système, ou lui, ça va, tu sais, parce que ces mesures sont extrêmes, puis ça va être très compliqué. Mais s'il est prêt à vivre avec, qui suis-je pour lui dire qu'il a tort? Il est inquiet à ce niveau-là. Moi, je suis là pour qu'il ne soit plus inquiet. C'est ça ma mission. C'est très de base. Tu sais, quand tu le vois comme ça. Mais ensuite, ça a des ramifications. Tu sais, là, le but, c'est, je suis capable de dire ça parce que je connais les conséquences technologiques, je connais les choses qui sont en dessous, je connais ce qui suit. Je suis capable de dire, de guider, de lui expliquer ce que ça en est. Puis dans les discussions, puis j'ai beaucoup de vulgarisation à faire. C'est quand on parle de qu'est-ce que c'est être sécuritaire? Ou là, c'est quoi ça? Fait là, c'est un jeu de sécuritaire. Oui, mais c'est quoi? Définis-moi. Ça veut dire quoi? Puis là, on va jaser parce que ça veut juste rien dire.
Non, exact, parce que moi, j'ai toujours appelé ça par un niveau de folie. C'est malheureux, mais c'est ça. Parce que en fait, là, il n'y a pas de limite. C'est as far as the eyes can see, l'expression qui me vient en tête, là, tu sais. C'est que, techniquement parlant, tu peux dépenser des milliards par année pour ta sécurité, si tu veux. Puis on pourrait prendre Donald Trump comme exemple. Puis c'est le meilleur exemple pas possible. C'est que tu peux dépenser autant que tu veux en sécurité pour te sentir en sécurité, autant que ce soit physique, que ce soit sur le côté informatique. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? C'est de définir il est où vraiment ton point de non-retour. C'est que la folie a pris court puis que tu dépenses dans le vide. C'est vraiment ça qui est le plus dur à évaluer en tant que moi quand j'ai conseillé quelqu'un là-dessus. Puis c'est la même chose quand on regarde les certifications de produits ou les certifications comme ça, ISO, NIST. Même chose. Au final, là, comme tu dis, c'est des contraintes. Est-ce que tu es prêt à vivre avec ça? C'est bien le fun, c'est très cool parce que c'est une base pour tout le monde dans le sens. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. C'est un petit peu comme le rulebook pour la compagnie pour dire, ben écoute, faut que tu fasses au moins ça, puis après ça, on va te laisser tranquille. Là. Et même encore là, ça t'assure rien, ça. C'est juste pour dire que tu as un beau petit logo sur ton site web qui dit que, bon, ben écoute, t'as passé les régulations, t'es cool, t'es dans le club. Ouais, ben, mais au final, c'est tu peux aller beaucoup plus loin. La maudite conformité, ça, mais ça a de la valeur. Au-delà de ça, ça a de la valeur de conformité parce que ça monte le niveau de l'eau, puis ça monte le niveau pour tout le monde. Mais ça revient toujours à ça, mais c'est pourquoi. Puis tu sais, régulièrement, je conseille mes clients, tu sais, j'évalue, puis tu sais, juste au pouce, ça, je vais dire, ouais, ça va se situer à peu près là. Mais tu sais, est-ce que tu es confortable avec ça? Voici est-ce que tu t'exposes. Voici comment les technologies vont te protéger. Voici ce que les technologies t'offrent. Voici dans les scénarios types d'attaque, de menaces associées, ça va représenter quoi? Puis est-ce que ça atteint ton objectif? Là, si la réponse est oui, mais tant mieux, pouf, voici solution. Sinon, ben, on va grimper ou on va descendre parce que, tu sais, il y en a des cas. Moi, il faut que ça soit ultra sécuritaire, OK? Tu es prêt à te promener avec une valise avec une menotte au poignet? Ben non. Mais là, définis-toi ton super sécuritaire. C'est quoi pour toi super sécuritaire? Mais non, mais c'est sérieux parce qu'il y a eu des cas, tu disais, vous savez, puis là, il y avait des cas avec du chiffrement, des machins, puis des choses, puis tu leur expliques, OK, c'est bien en théorie ce que vous me dites. La réalité, c'est que la technologie, elle est rigide. Puis elle est très rigide. Fait que si tu dis, fais ça comme ça, on va l'exécuter comme ça. Fait que là, c'est de faire apprendre. Voulez-vous vraiment avoir ce degré de sécurité-là et les conséquences? Donc, authentification avec clé USB, 2 facteurs, avec un autre jeton, avec une clé à travers. C'est à chaque accès, telle affaire. Est-ce que vous êtes prêts à tout ça? Parce que c'est ça la sécurité que vous demandez. Le niveau de folie. J'aime bien ton expression. Ben, c'est comme ça que je le vois. C'est ça que ça représente technologiquement et en processus et pour les humains. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vos données ont cette valeur-là? En général, non. Je travaille pas avec des clients militaires, fait que c'est sûr que ceux autres, en général, ils vont dire oui. Mais je travaille avec des clients civils et dans le civil, c'est rare, très, très rare. Peut-être dans les compagnies de recherche, puis j'en ai pas qui font des secrets assez grands pour que ça vaille la peine. Mais sinon, ils sont pas prêts à mettre les irritants qui sont là, ne donnent pas une sécurité suffisante pour la pénalité d'utilisation qui va avec. Là. Mais c'est l'asile. Là. On peut aller loin. Hein. J'aime ça, des degrés de folie. J'adore ça. Je réutiliser. C'est comme ça que je le verbalise quand je rencontre quelqu'un qui est vraiment pas dans le domaine. Là. Moi, personnellement, ça a toujours été ça. Puis ça a commencé le jour que j'ai mis les pieds en sécurité. La première affaire, ben, il va falloir que tu te crées une clé SSH. Ok, cool, quelle grosseur, quel algorithme, comment de temps ça va prendre m'identifier. C'est con, mais ça part là. T'sais, si on s'entend aujourd'hui, c'est automatique ou presque. Tu payes sur Enter puis t'es authentifié avec ta clé SSH, peu importe la grosseur qu'elle a. Mais ça change pas que comme la réalité, elle commence là. Tu sais, aujourd'hui, quand on parle d'encryption, il n'y a pas de limite, là, comme quel genre d'encryption que tu veux aller. Là. On s'entend, on a déjà des compagnies qui commencent à utiliser le quantique pour leur encryption là, parce qu'ils pensent que c'est mieux.
juste un paradigme de mathématiques différents, là. Mais on s'entend, si tu as le portefeuille pour le faire, puis dire que, bon, ben, le monde qui vont vouloir le décrypter, ça va reprendre la même machine, ben, qui est cool. Tu cours, tu t'achètes du temps, en fait. T'achètes ton niveau de folie, t'as acheté du temps, c'est tout, là. T'as pas acheté la paix, là. Ta donnée, si quelqu'un la vole, il la vole quand même. Il va peut-être gosser pas mal plus longtemps pour la trouver, mais au final, ta donnée, elle se fait voler. On s'entend, c'est le même vocabulaire, c'est le même outcome. C'est une question de temps avant que quelqu'un figure out à quoi qu'elle sert ta donnée, là, ou comment elle est encryptée. Peu importe que l'argent que tu as dépensé pour la sécuriser. Même chose, un centre de données, exemple, qu'il y aurait des gardes à l'entrée avec des guns, puis la veste par balle, puis les portes blindées pour être sûr que personne rentre. Ça change pas que. Puis s'il y a quelqu'un qui se met un beau petit kit avec une calotte de technicien d'hydro, puis qui réussit à rentrer. Ouais, il est où l'outcome? Il est où la limite? Tu sais, veut dire, le facteur humain dans tout ça, il est là pareil. Il y a tout le temps quelqu'un qui va voir un signe de pièce à vouloir accéder à ta donnée ou à ce que tu as. Donc, c'est un petit peu là. Au-delà de ça, puis ça, c'est là, ça devient intéressant, puis justement, le niveau de folie. Puis toutes ces notions-là de contrôle, puis les gens, tu sais, tes 500 contrôles, puis ça donne-tu là. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais d'analyse cohérente. C'est-à-dire qu'ils vont prendre individuellement les 500 contrôles, puis ils vont tu coches, puis tu fais ça. Il s'agit juste que sont mal organisés, puis ils marchent pas. Puis ils donnent pas le résultat voulu. Puis là, justement, le fait de faire du social engineering avec les affaires d'hydro, c'est un exemple. J'en ai des clients début des années 2000 à Québec. Il y avait deux façons. Tu rentrais par la porte en avant ou tu rentrais par le tunnel. Quand tu rentrais par le tunnel, il n'y avait pas vraiment de contrôle. Fait que tu sais, mais la porte en avant, il y a le contrôle gardien, tout, c'était super cher, c'était bien fait. Puis t'étais pas capable de faire le piggybacking parce que, bon, bref, t'étais dans une zone où t'étais surveillé, puis si tu le faisais, le dos, il te courait après. Cependant, pas dans le tunnel. Fait que si tu connaissais l'existence du tunnel, c'est passé comme ça. Fait que c'est toujours le contrôle. Ils en ont mis un très beau en avant, mais l'autre à côté, il est pas bon. Ça revient toujours. Tu peux bien battre ta porte. Si tu laisses ta porte passer ouverte en arrière, ça change rien. Fait que dans la mesure où la cohérence des contrôles, la cohérence des mesures qui sont mises en place sont pas bien faites, on peut mettre autant qu'on veut d'énergie, puis dire, ah oui, j'ai ma mallette avec ma menotte, ma chaise, des affaires comme ça. Mais si tu dors, tu sais, si tu le ranges pas dans un coffre-fort rendu chez vous, tu le laisses à la table de la cuisine, puis tu laisses ta fenêtre ouverte, ça n'a rien changé sur le fait que tu t'es promené avec ta mallette menottée. Là, mais c'est ça, mais dans cet univers-là d'incohérence, puis c'est là où l'absence de consensus chez les experts blesse bien des gens, parce que puis tu l'as bien mentionné, ce fait qu'il y en a qui sont experts en pentest, sont experts en ci, sont experts en ça. Ils n'ont pas la vision globale, fait qu'ils sont bons pour leurs petits morceaux. Mais la réalité, sécurité, c'est un ensemble de choses qu'on doit faire ensemble. Puis si les choses ne sont pas cohérentes, ben là, on se tue. Puis je reviens, j'adore votre produit. Puis il y a peut-être quelque chose qui manque en plus que j'ai pas dit, c'est le facteur humain. Tu sais, tu l'as bien dit tantôt, tu l'as bien verbalisé, là. Le côté, là, tu mets le processus en place, le logiciel, lui, là, il est pas soft, là, il est rigide. C'est ça qu'il faut que tu vas pouvoir faire à chaque jour. Il va falloir que tu rentres ton mot de passe, il va falloir que tu scannes ta main, il va falloir que tu prennes un scan de ta face à chaque fois que tu vas vouloir rentrer dans ton bureau. Mais quand tu regardes le portrait, là, il y a juste un problème dans l'équation, puis c'est juste une petite parenthèse de reverse engineering, parce que je parlais un peu pas de reverse engineering, mais de social engineering. Social engineering, exactement, c'est ce que je cherchais. C'est que aussitôt qu'il y a un humain dans la loupe, t'as un problème. C'est que comme aussitôt que t'as plusieurs employés, que t'as plusieurs personnes qui sont impliquées dans le processus, comment que tu fais pour keep in check que ce monde-là va faire leur job? Puis ça revient un peu à ce que tu disais tantôt. La porte d'en avant, t'as 2-3 gardes, 2-3 colosses qui sont prêts de courir après. Il y a personne en arrière. Ça change pas que si t'es intelligent puis tu réussis à leur faire gober quelque chose, qu'il faut que t'aies aux toilettes ou que t'appelles quelqu'un, t'es en panne, est-ce qu'ils vont te laisser rentrer ou est-ce qu'ils vont te laisser appeler quelqu'un? Est-ce qu'ils vont te laisser aller aux toilettes?
Ouais, il y a une panoplie de choses, parce que j'en ai vu dans les derniers mois beaucoup de cas comme ça. Puis là, c'est là où mon intérêt commençait à focuser. L'œil de Sauron est allé regarder. Quand tu parles de l'humain, c'est vraiment là où je m'attarde beaucoup. C'est les processus. Puis quand un humain échoue dans un contexte comme ça, c'est parce que le processus qui l'entoure, il est invalide et le processus ne l'aide pas. Puis là, on a des cas, par exemple, les cas de virus qui rentrent par les RH, par exemple, les fraudes du président, ce genre de choses. Ça veut dire que, puis là, l'exemple RH est très drôle, puis je l'adore, parce que eux, leur job, c'est d'ouvrir des CV. C'est ça leur job. En tout cas, ça fait partie. Fait que eux, quand ils reçoivent un CV, ils vont pas se poser 1 million de questions à savoir si le CV il est bon ou il est pas bon. Ils vont l'ouvrir parce que ça fait partie de leur définition d'emploi. Là, on a un problème. Donc, au niveau sécurité, on a un problème. Parce que c'est une voie d'entrée directe à l'intérieur du réseau. Parce qu'on leur permet de faire ça. Fait que là, il faut repenser la façon que les CV sont envoyés et déposés, machin, puis justement pour filtrer ça. Parce que les personnes RH vont se retrouver à l'ouvrir, malheureusement, c'est sûrement arrivé et ça va sûrement arriver encore, un CV infecté volontairement, justement, qui a amené justement à la compression. L'exemple classique, l'exemple qui a fait l'histoire, c'est RSA, sa voûte de seed a été volée par un CV qui est envoyé au RH. Ça, c'est un exemple, mais c'est un autre problème de segmentation, puis ça, c'est un autre défi. Mais juste au niveau de la porte d'entrée, les RH ne devraient pas, à leur courriel, en recevoir des CV. Ça devrait être juste non. Donc, le processus entourant ça devrait protéger les gens des RH contre eux-mêmes, donc les protéger. Fraude au président, la même chose. Fraude au président, il faut s'assurer que les approbations sont faites de façon à ce que, même si je me fais passer pour puis j'ai une urgence, je ne peux pas contourner le processus. Donc, je ne peux pas faire que l'humain qui est en place se fasse tromper malheureusement. Puis les trucs des fraudeurs sont vraiment très bons. Là. Vraiment. Puis, puis le monde dit « Ah non, moi, je suis meilleur que ça. » Je suis pas sûr que tu es si bon que ça. Puis tout le monde peut se faire avoir. Tout le monde. C'est pour ça que le processus a deux vérifications, a des processus plus améliorés, durcis, on pourrait dire durcis, viennent protéger les humains contre eux-mêmes, justement de tomber dans un piège, parce que le deuxième humain qui va avoir dans le processus va être comme hey, dude, ça marche pas ton plan. Même si tu as mis de la pression, même s'il y avait urgence, même si tout, le processus interdit ce genre de geste-là et l'aurait bloqué en deuxième étape. Fait que c'est là où ça, mais c'est ça, c'est mon dada ces temps-ci, je m'intéresse beaucoup à ça parce que je trouve ça super trippant de jouer dans cette zone-là parce qu'on joue dans l'humain, on joue plus dans la technologie, puis ça, c'est beaucoup plus soft, c'est beaucoup plus compliqué. Ben exact, puis c'est la même chose. J'étais pour faire peut-être une corrélation à ce qui se passe dans les usines aujourd'hui. On a passé des chaînes humaines là, qui avaient entre 10, 15, 20, puis des fois 30 personnes sur une chaîne de montage ou une chaîne de X, Y, Z, qu'aujourd'hui, ben, t'as un tir au flanc qui est assis puis qui écoute Netflix, puis que tout ce qu'il a à faire, c'est surveiller la machine puis peser sur un bouton s'il arrive quelque chose. Parce qu'ils veulent même pas voir l'humain qui interagit avec la machine. C'est un risque trop grand, c'est une perte de temps. Il y a quelqu'un qui se blesse, ça vient de coûter une fortune. Ça coûte moins cher que la machine pète puis qu'on doit forcément l'arrêter que quelqu'un essaie d'interagir avec puis qu'il y ait une erreur qui soit faite. T'sais, on est rendu à ce niveau d'opération-là, puis c'est la même chose côté humain dans une entreprise, peu importe à quel niveau. C'est qu'on veut mettre la machine entre tes deux, puis on veut s'assurer que c'est l'humain qu'il faut que tu gardes une check et non pas le produit ou ce que tu fais. C'est vraiment ça. C'est rendu qu'il faut qu'on mette quasiment plus d'énergie pour accélérer l'humain puis s'assurer que tout ce qui touche est sous contrôle. Entre autres, c'est ça très intéressant parce que ça vient des analyses de risque et des analyses de rentabilité. À l'époque où les puces sur les cartes de crédit n'étaient pas très populaires, on flippait encore la carte et on signait. C'est une époque très lointaine, mais qui a déjà existé. C'était, je crois, Home Depot avait décidé de retirer la signature pour les achats de 50$ et moins parce que ça ralentissait les ventes. Fait qu'il était prêt à prendre le risque que les achats en bas de 50$. Fait que le risque financier était tellement petit par rapport au gain de performance qu'il y avait que ça leur dérangeait pas de se faire frauder probablement 1% du temps. Puis ils partaient avec ça parce qu'ils gagnaient tellement en volume de vente, en réduction de la friction,
que pour eux, ils s'en foutent. Puis c'est ça aussi, puis c'est ça, les gens ont un peu de misère à saisir ça quand on va en analyse de risque. Ça, parce que des fois, on fait des risques, on fait des choix. Et le choix, puis il est contre-intuitif dans ce cas-ci. Pourquoi on abandonne la signature? Ben, il va y avoir de la fraude, ça. Ça coûte plus cher maintenir la signature que le coût de la fraude elle-même. Fait que pour une entreprise, je fais plus d'argent, même si je me fais frauder. Fait que dans les faits, c'est mieux. Ben, cependant, ça revient aux assureurs, là, ce que je disais tantôt, malheureusement, c'est un petit peu la même mentalité. C'est qu'ils analysent que, comme dans certains cas, payer, ça coûte moins cher. C'est moins de troubles, c'est moins de risques, c'est moins d'interaction pour eux, juste de payer. Ça revient, c'est le même calcul, en fait, qu'ils font derrière. Là. C'est pas de la rocket science, c'est une analyse de risque. Ben, y a-tu beaucoup de risques que ça arrive? Non, bon, ben, on paiera si ça arrive, puis c'est tout. Ils ont déjà fait plus d'argent en vendant l'assurance qu'en te remboursant, peu importe ce qui t'est arrivé. En plein ça. Fait que là, ils sont dans un contexte comme ça. Mais bref, là, on a vraiment dérivé, ça va être vraiment sharp. Ça fait plus qu'une heure qu'on jase, fait que je pense qu'on va... C'est ça que ça fait l'effet de la bière pendant un podcast. En plus, oui, effectivement, parce qu'on devait prendre celui-ci, le suivant du FIC devait être avec bière. Malheureusement, à distance, parce qu'on n'a pas réussi à coordonner les choses. J'ose espérer que le prochain va être en présentiel avec une bière et dans un espace bruyant où il va y avoir de la bière. Fait que je sens qu'il y a un sécure qui s'en vient, je sais pas pourquoi. Ouais, là, il y a entre autres ça, mais là, je vais mettre mon côté. Je serais peut-être pas très attentif à ce moment-là, mais on verra dans ces zones-là, c'est ça. Mais de toute façon, on trouvera une circonstance. Ou la journée avant ou après, là, dans tous les cas, je risque d'être présent, donc on pourra peut-être se timer là. Ça pourrait être une belle occasion. Sinon, on trouvera une autre occasion justement d'aller prendre une bière pour enregistrer parce que ça donne des discussions qui, à mon avis, sont très sharp, là, très drôles et très choses. Fait que là, on va arrêter là parce que là, on va déblatérer une prochaine fois sur un autre sujet sur lequel il va nous démarrer. Puis on va s'amuser avec ça pendant probablement encore 1 heure. Moi, il me semble mon caca, ça fait quasiment 2 qu'on est là, mais bon. C'est à voir. Cela étant dit, c'est bon. à la prochaine.